Un pour tous et tous pour un. Cette devise des 3 mousquetaires résume le lien d'amitié et de loyauté qui unit les héros d'Alexandre Dumas et qui va particulièrement colorer ce 12e épisode, Confidence d'un dirigeant. Bonjour et bienvenue chers auditeurs. Démarrons ensemble cette nouvelle année 2022 en partageant cet esprit d'équipe et la cohésion qui en découle pour aboutir à la réussite collective. Nous découvrirons les principes simples qui reposent sur une volonté sans faille d'engagement collectif vers un seul but commun à tous qui englobe des comportements vertueux aux multiples bénéfices en termes de performance, estime de soi, sentiment de reconnaissance et d'appartenance. Et pour illustrer mes propos, dans le rugby plus que dans n'importe quel autre sport d'équipe, une équipe qui ne fonctionne pas collectivement et où l'engagement est au service de l'individu et non du collectif n'a aucune chance de vaincre ses adversaires. Alors qui mieux que Simon Gillam pour vous en convaincre ? Figure emblématique du groupe Vivendi, haute en couleur, joueur hors pair et tout-terrain, aussi habile pour manier le verbe avec son savoureux accent so british au sein d'un board que dans une mêlée virile. Bonjour Simon. Bonjour Viannette. Nous dévoilerons l'incroyable itinéraire jalonné de rebondissements et d'opportunités que notre célèbre rugbyman et communicant a su saisir pour conquérir le cœur des Frenchies. Il faut dire que Simon possède de nombreux atouts et l'art de retourner des situations improbables en marquant des essais, mais également en les transformant, à l'instar de notre rencontre cocasse qui eut lieu entre 2 portes de la salle du billard d'Édouard VII, salle historique et pittoresque de l'Olympia que je vous recommande par ailleurs d'aller vite découvrir. Rencontre donc inattendue avec une personnalité passionnée et talentueuse qui nous permet de partager ses confidences inspirantes et pleines d'humour sur un parcours riche et aux nombreuses facettes. Aujourd'hui, Simon cumule de nombreuses fonctions en tant que membre du directoire de Vivendi, directeur de la communication du groupe, président de la salle de spectacle de l'Olympia et président de Vivendi Village. Mais il est également président du club de Brive, évoluant en top 14, et il a été élu au sein du comité directeur de la Ligue nationale de rugby en qualité de représentant de ses clubs. La liste de ses mandats en cours n'en finit plus, et pour couronner le tout, il fut décoré par la reine Elisabeth II de l'ordre de l'Empire britannique pour récompenser toute la valeur de son travail dans le développement des relations entre la France et l'Angleterre. Véritable bâtisseur de ponts entre 2 cultures, Simon est un tisseur de liens nés, façonné par des valeurs et vertus de la pratique du rugby. Retour sur le match de sa vie professionnelle pour découvrir comment notre étudiant sportif, intello et totalement insouciant a su saisir sa chance en France et se retrouver qualifié pour entrer au board d'un des plus prestigieux groupes français. Raconte-moi d'où tu viens parce que tu es d'origine anglaise. Est-ce que tu pourrais nous plonger dans ton histoire ? Quelle éducation as-tu reçue et quelles sont tes valeurs ? Je suis britannique, maman d'origine irlandaise, donc un petit mélange d'anglo-saxon et de celte. Ça, c'est les origines. 5e de 8 enfants. Maman irlandaise catholique, papa anglais anglican. Donc déjà, dans la maison, c'était pas triste. Et donc, c'est de gérer la contradiction et de gérer comment amener les gens ensemble. Comment on vit ensemble quand on est tous différents et on vient d'horizons différents. Deuxième chose, c'est le sport. 2 sports absolument phares dans ma vie qui sont le cricket et le rugby. Pourquoi j'aime tellement le rugby ? Parce que il y a une place pour tout le monde dans l'équipe, que tu sois grand, petit, que tu sois un peu fort, et c'est la responsabilité individuelle pour la réussite collective. C'est-à-dire tu peux rien faire sans l'autre. En revenant donc à tes origines, tu as fait de belles études, puis tu t'es retrouvé propulsé en France. Est-ce que tu peux nous raconter brièvement comment tu es arrivé en France et comment tu t'es fait repérer ? J'ai dû faire la 3e année de mes études en France et c'est là où je reviens au rugby parce que j'étais un peu un cancre à l'université. Je travaillais un peu moins que toutes les filles très sérieuses dans mon année et on devait aller passer une année en France et il fallait remplir un formulaire, l'envoyer au bureau d'échange à Londres. Tu dois marquer où tu veux aller. Et moi j'ai marqué n'importe où mais je veux jouer au rugby. À l'université ils ont annoncé les premiers postes. Il y avait 3 postes et il y avait 2 filles brillantes. Il y en a une qui était allée à Paris, l'autre à Toulouse. Puis le 3e nom c'était moi. Ils avaient demandé que s'il y avait
des rugbymen de les envoyer à Tours. C'est une sorte de speed dating. Donc je prends le train depuis la gare Austerlitz à l'époque et je me trouve à Tours. Et là, sur le quai de la gare, il y a le président du club de rugby et des joueurs de rugby qui m'attendaient. Et c'est ça la beauté de rugby. Cet accueil, cette amitié, cette fraternité. Et donc j'ai passé une année extraordinaire à Tours alors que j'avais pas du tout envie d'y aller. Oui, tu m'avais raconté aussi que quand tu as été accueilli, en fait, ils ont pris tout de suite ta défense. Tu as tout de suite été intégré. On est allé jouer à Châteauroux. Premier match, il y a quelqu'un dans l'équipe adverse qui a entendu que je parlais pas bien français, que j'avais un accent. Ils ont dit, tiens, ils ont un roast beef dans l'équipe. Ils me donnent un coup de poing dans la figure. Et donc, tous mes coéquipiers d'une semaine, ils sont tous venus à ma défense. Grosse bagarre en général, mémorable. Et j'avais des amis pour la vie. Ça, c'est assez extraordinaire. Et puis après, au niveau professionnel, comment tu as basculé dans ta vie professionnelle ? Tu parles de filles brillantes, mais il me semble que tu as donc écrit une thèse sur Saint-Augustin. Oui. Et puis, il y avait aussi, est-ce que c'est Verlaine ? Rimbaud. Ouais, ils étaient amants. Hein. Je suppose quand même que ça demande beaucoup de recherche, d'investissement. J'adore écrire en fait, mais je suis pas très assidu, je passe pas des heures et des heures à faire des recherches, c'est plus intuitif. Et alors ? Ta bascule professionnelle. Je rentre en Angleterre après Tours, je fais 2 ans de plus d'études et je savais pas ce que je voulais faire et j'avais frère, médecin, avocat, mon père qui voulait que je fasse une grande carrière à Londres et l'équipe de rugby de Tours m'a demandé de revenir jouer au rugby. J'avais aucune idée de ce que je voulais faire et j'étais tombé amoureux d'une tourangelle donc la Touraine m'a attiré et je suis reparti jouer au rugby à Tours et donner des cours d'anglais pour survivre au grand désespoir de mon père et je me fais embaucher par Thomson pour donner des cours d'anglais aux cadres tous les lundis à 8h au PDG de Thomson Grand Public, qui était Jacques Fayard, un monsieur formidable. On se parlait en anglais, donc moi j'avais 24 ans, il en avait 60. Un jour, j'arrive le lundi, j'ai un œil au beurre noir. What did you do? What happened to you? Parce qu'on se parle en anglais. Je dis, j'ai pris un coup de coude dans l'œil parce que je joue au rugby. You play rugby. Et on est parti dans des grandes conversations entre les similarités entre la voile, il est passionné de voile et le rugby. Les équipes, la compétition, la solidarité. C'était une belle conversation, je m'en souviens très bien. Le lundi d'après, il m'a dit, mais tu t'aimes bien être prof d'anglais ? J'ai dit, oui, tu donnes des cours d'anglais à des Français, forcément tu parles mieux anglais qu'eux. Et puis voilà, et puis ça me permettait de jouer au rugby et être avec ma copine. Et puis j'ai évité mon père qui voulait que j'aille faire du grand truc. Et monsieur Fayard, Jacques Fayard, m'a dit, mais tu peux faire mieux que prof d'anglais, je vais te mettre sur un stage de management, etc. Et puis... Et là, tu as saisi ta chance. C'est exactement ce point-là. C'est ce qui a fait ta bascule. J'étais au bon endroit au bon moment, en fait. Oui, mais tu as visiblement aussi attiré l'attention par tes valeurs, parce que le rugby a façonné ta personnalité. Le fait d'être 5e de 8, vous êtes nombreux quand même. Je veux dire, il faut... Tu fais ta place. Tu es obligé de faire ta place. Et souvent, quand tu rentres quelqu'un d'autre d'une grande famille, on est 7 enfants, et la première question, c'est toujours, t'es le combienième ? Parce que selon où tu es dans la fratrie, ça forge ta personnalité. Et après ? Après, j'ai eu un peu de bol. Thomson, d'abord, n'arrêtait pas de racheter des sociétés à l'étranger. Et puis, l'idée, c'est qu'il fallait les intégrer dans le grand groupe Thomson, la famille Thomson. Et puis, en même temps, il y a peu de gens qui parlaient anglais chez Thomson. C'était des cadres français qui étaient des bonnes écoles d'ingénieurs et de marketing, business school français qui ne parlaient pas du tout anglais à l'époque. Quand ils devaient faire des trucs à l'étranger, la première fois qu'il m'est arrivé quelque chose, on a acheté un très grand groupe audiovisuel en Angleterre. Et ils ont dit, mais qui peut aller aider avec l'intégration de ce groupe, ils se disaient. Et quelqu'un dit, mais il y a Simon. Et quelqu'un dit, mais Simon, il peut pas, il était prof d'anglais, il sait pas faire. Il parle mieux anglais que nous tous, et puis il peut revenir nous raconter ce qui se passe. Je me trouvais renvoyé chez moi par un groupe français pour essayer d'intégrer les Britanniques. Bon, tu deviens un pont, en fait, entre les deux cultures. Oui. Tu y prends goût, tu as des facilités. C'est vraiment ma passion. Ma passion, c'est de faire travailler ensemble des hommes et des femmes qui forcément ne se voient pas ensemble. Ou des personnes qui ne se voient peut-être pas là où elles sont, de les mettre où je pense qu'ils ont des capacités de faire. Cette expérience d'expliquer les Français aux Britanniques et d'expliquer les Britanniques aux Français, c'était absolument passionnant. Parce qu'il y a des trucs qui se passent que si tu ne connais pas les deux cultures, tu sais que ça va créer un problème. Mais là, tu vois comment réagit, par exemple, Viannette et comment réagit Jane. Et tu vois la bourde qui s'est créée, mais ni l'une ni l'autre n'en est consciente.
Alors toi, tu l'es. Oui, effectivement. Donc du coup, je remercie un peu ma mère, finalement, qui m'a envoyé à 13 ans. En France. Dis-moi, si tu avais une baguette magique, que corrigerais-tu chez tes amis français au niveau de leur état d'esprit ? Je dirais aux Français, quand vous allez à l'étranger, vous êtes dans des meetings et des réunions, intéressez-vous à l'autre. Ne soyez pas pudiques et surtout, soyez pas froissés quand les autres te posent des questions sur toi. Ils sont là pour s'intéresser à toi. Et le deuxième sujet, je pense que dans l'éducation française, l'excellence individuelle est très importante. C'est-à-dire, il y a un mot en français qui est intraduisible, qui est concours. C'est un examen compétitif où tu dois faire mieux que l'autre. Et donc, l'excellence individuelle est poussée à l'extrême. Alors que l'excellence individuelle doit être au service du collectif. Et que dans notre éducation, c'est surtout le sentiment d'appartenance. Je dois appartenir à l'équipe, je dois bien travailler en équipe, je dois être dans l'orchestre de l'école, je dois être dans la pièce de l'école, je dois m'occuper de toute ma personne et pas juste être un brillant ingénieur. Ça m'insupporte quand les mamans disent de leurs enfants de 16-17 ans « Oh non, Hugo ne peut plus faire de rugby parce qu'il faut qu'il travaille son bac. » Mais surtout, il faut que Hugo fasse du rugby, ou du tennis, ou du foot, ou du n'importe quoi, karaté, danse, pour aérer son esprit. Je pense que les Français produisent les meilleurs ingénieurs du monde, vraiment. La technologie française, il y a plein d'exemples, mais souvent des hommes et des femmes qui sont incapables de travailler en équipe. Parce qu'ils ont peur de partager leur savoir-faire. C'est ça qui est bien dommage. Et c'est d'ailleurs le but de ce podcast, c'est de partager l'expérience, de partager ton expertise. J'ai fait des trucs qui m'ont passionné, grâce à la France et grâce aux chances qu'on m'a données. Et donc, je dirais que si tu prenais le meilleur, par exemple, de la britannicité et des Français, tu aurais des ingénieurs brillants qui travaillent très bien en équipe. Si on arrivait à faire ça, on ferait la plus belle boîte du monde. Et dis donc, c'est bien ce que tu fais, toi ? Je suis plus passionné par le fait de voir grandir les hommes et les femmes ou de voir éclore des talents. Le patron de l'Olympia, c'est un ancien mec chez Vivendi Corporate, mais personne n'aurait jamais vu là. Morgan Chogon, qui s'occupe du petit Olympia de l'événementiel. Ils viennent de la com interne de Vivendi. Souvent en France, c'est parce que tu es là, sur ce chemin-là, tu dois y rester. Et tu peux pas aller sur ce chemin-là. Mais c'est pas parce que tu es très bon au rugby que tu peux pas t'intéresser à la culture. Le nombre de fois on me dit « Ah oui, mais toi t'es rugbyman ». Steve, toi t'as pas de culture parce que t'es rugbyman. Et c'est pas vrai. On peut s'intéresser à plein de choses. Je prends l'exemple de mon patron qui est juste extraordinaire. Bien qu'il fasse pas l'unanimité auprès de tout le monde, c'est Vincent Bolloré. Il adore se lancer dans des projets différents et faire des choses différentes. C'est pas parce que tu as fait de la logistique, tu n'es pas capable de travailler dans les médias. Et d'ailleurs, tu vois, c'était le thème de mon podcast numéro 11, où je permets justement un témoignage où un DRH est devenu DG du groupe Nice Matin. Il faut décloisonner, il faut s'ouvrir. Totalement. Nous avons tous des talents à multiplier. Je suis vraiment d'accord avec toi, Viannette. Et c'est aussi learning by doing, c'est apprendre en faisant. Parce que moi, quand on m'a lancé en Angleterre depuis la France pour aller m'occuper d'une boîte anglaise, j'y connaissais rien. Mais j'ai dit, purée, on m'a fait cette confiance-là, je dois y aller. Mais tu as été audacieux. Ça se cultive ou tu l'as pas aussi. Tu peux le cultiver. Il y a deux choses dans le management. C'est plutôt comment tu donnes envie et comment tu donnes confiance. On se fait du blabla ad aeternam sur les valeurs de l'entreprise. Puis tu vas sur une page d'une banque et tu peux aller sur n'importe quelle banque et tu vas avoir les mêmes valeurs et après tu vas avoir le scandale la semaine d'après et tu vois que les valeurs c'est pipeau. Moi, c'est donner envie. J'ai confiance en mes équipes. Mes équipes peuvent avoir confiance en moi. Ils peuvent avoir confiance en eux-mêmes. Et ça, c'est vraiment important. On reprend le patron d'Olympia. Et Laurent, le tout, c'est de le booster, de lui dire qu'il fait un boulot formidable et de coacher, de le corriger là où il peut s'améliorer. Parce qu'on a tous des axes d'amélioration. Mais c'est de donner envie. Je pense aussi, si je vous parler de l'éducation, c'est très drôle, dans l'éducation britannique ou américaine, dès que tu commences à aller à l'école, tu as des certificats, des trucs, des félicitations, tu as eu la médaille de ceci, de cela, là. Et dans le système français, on est tout le temps en train de dire ouais, ça va pas. Les profs enseignent, les enfants doivent écrire, apprendre, et je trouve que c'est dommage. C'est apprendre à célébrer. Ouais, mais c'est absolument. Mais c'est le but aujourd'hui, encore une fois, de ton témoignage. Inspire pour pousser les gens à célébrer. Et d'ailleurs, ma question, c'était quelles sont les qualités essentielles pour toi d'un dirigeant complet ? Tu as déjà développé, mais qu'est-ce que tu pourrais rajouter ? C'est d'être
un good news person, d'être une personne qui rayonne le positivisme. Et je dis pas ça pour dire ah oui c'est génial quand c'est pas génial, mais de dire toujours on est là, qu'est-ce qu'on fait? On va pas pleurer sur notre sort. Là il y a le Covid, il y a des tas de problèmes partout, mais on va pas pleurer là-dessus. Comment tu positives? Mon père avait une phrase géniale en anglais. Il disait toujours in every situation, ask yourself what's good about it. Dans chaque situation, pose-toi la question, qu'est-ce qu'il y a de bon dans cette situation? Et le rôle d'un dirigeant, c'est d'emmener les gens, qu'est-ce qu'il y a de bon, comment on va avancer, quels sont les enseignements de cette mauvaise situation, de cet échec. Tout ce qu'on a appris par le Covid, par exemple. La communication numérique accélérée de 10 ans en 2 ans. Parce qu'on a été obligé. Et ça, c'est très important pour moi. Tout ce qui est cérébral dans le management, le leadership, évidemment, il faut la compétence technique, les finances, le juridique selon le sujet. Mais avant tout, c'est la capacité d'emmener les hommes et les femmes devant avec toi. Et ça, c'est pareil au rugby. Il y a le combat, il y a la convivialité. Tu as parlé tout à l'heure de célébrer. Je pense que célébrer les victoires et aussi célébrer les défaites, parce que tu apprends énormément de tes défaites. Les moments les plus forts que j'ai eus dans le rugby, c'est quand tu as perdu et vous vous trouvez tous ensemble et petit à petit, vous êtes dans le vestiaire, silence de mort, personne ne parle, tout le monde regarde par terre. Ensuite, on se rhabille, on s'amène vers l'endroit où on va avoir le repas d'après-match. Les autres sont joyeux. Et puis on commence à se parler, se retrouver, se serrer. Et c'est là où on crée des grandes victoires. Et c'est exactement la même chose dans l'entreprise. C'est du lien. C'est ce qui manque aujourd'hui. Chez Vivendi, on parle souvent de Vincent Bolloré, grand financier, mais la plus grande force de Vincent Bolloré, c'est comment il emmène les hommes et les femmes autour de lui, autour d'un projet. Pourquoi Vincent Bolloré t'a proposé de rentrer dans son équipe alors qu'à l'époque, tu étais dans le camp adverse? Et comment tu as su retourner finalement cette situation qui était difficile à ton avantage? J'étais chez Havas et Vincent Bolloré a décidé d'entrer dans le capital de Havas en 2004. Et moi, mon patron, c'était Alain Pouzillac, qui était un bon patron chez Havas. Et un lundi matin, il nous annonce une très bonne nouvelle, que Vincent Bolloré avait pris une participation purement financière, voulait absolument rien d'autre, et comment il pouvait nous aider. Et on connaît l'histoire d'Havas. 2 ans après, il n'y avait plus Alain Pouzillac, plus Alain Cazac, etc. Et on a perdu la bataille boursière contre le méchant Bolloré. Vu que j'avais gagné le contrat pour la Coupe du Monde de rugby de 2007 pour Havas, ils n'ont pas voulu se séparer de moi. Et donc, ils m'ont mis dans un placard et je me suis occupé de rugby pendant 2 ans chez Havas. Donc, c'était un peu le dream job, quoi. Et de la communication de la Coupe du Monde. Mais vers 2007, je me suis dit, ouh là là, la belle histoire va terminer. Il va falloir peut-être que je parte. De toute façon, ils vont me sortir. Je sors de mon placard. Il y a un chasseur de tête qui me contacte et je me trouve à la tête de la communication de Vivendi en 2007. Je me suis échappé du méchant Bolloré. Je me trouve chez Vivendi, Jean-Bernard Lévy, Jean-René Fortou. 2012, même chose, comité exécutif, Jean-Bernard Lévy. On aurait cru entendre Alain Pouzillac 5-7 ans avant. Ah, j'ai une très bonne nouvelle, Vincent Bolloré vient de rentrer dans le capital de Vivendi. Il n'a pris que 2%, c'est purement financier. Et tout le monde dit, ah, c'est bien. Je dis, ah non, c'est une catastrophe. On va tous perdre notre job. Et tout le monde dit, oh, bah arrête, Simon, il ne peut pas faire la même chose chez Vivendi que ce qu'il a fait chez Havas. Et je dis, ah, bah vous verrez. Le 24 juin 2014, Vincent Bolloré devient le président de Vivendi. Et moi, je dis, bon, juin 2014, je vais être remercié. Et donc, il faut peut-être que je réfléchisse à la suite. Vers la fin mai 2014, Vincent Bolloré dit « Oh, Simon, est-ce que je peux te voir, s'il te plaît ?» Et je dis « Ah, bah ça y est, voilà, il va me dire. » Donc, je vais dans son bureau et il me dit « Simon, je t'ai observé depuis 6 mois, je reconstruis ma nouvelle équipe, je t'invite à être au directoire. » Et moi, je regarde et je tremblais. Et il me dit « Mais t'as pas l'air très content. » Je dis « Mais je suis juste tellement surpris. » Parce que je pensais que tu m'appelais là pour me dire que c'était fini et que je partais, j'étais prêt. Et il dit non, pas du tout. Et c'est un moment génial parce qu'il m'a dit je t'observe et je trouve que tu es un bon manager. Et je dis mais oui, mais on s'est bagarré quand même en 2005, c'est 10 ans avant. Il dit tu étais un très bon adversaire. Et ça j'ai adoré parce que c'était le respect de l'adversaire. On revient aux valeurs du rugby, c'est le respect de l'adversaire, c'est le respect de l'arbitre. Je lui serre la main à la fin, on se tape dessus à la fin du match. C'est fini. Nothing personal.
rien de personnel. Et Vincent, il a cette capacité extraordinaire. Il le dit lui-même, c'est ton meilleur ami, ton pire ennemi. Et si tu es dans l'équipe de Vincent Bolloré, tu apprends énormément de choses. C'est des bonnes leçons de management, je trouve. On avait parlé de loyauté aussi. C'est ce qu'il avait repéré aussi chez toi. Oui, parce que j'étais loyal envers Havas contre celui qui venait pour nous acquérir. Et aussi chez Vivendi. Tu peux pas dire « Oh, j'ai confiance en Simon à 80%. » Ça veut dire que tu n'as pas confiance. Tu as zéro confiance, tu as 100% de confiance. Il n'y a pas de demi-mesure dans la confiance. Je veux dire, Laurent de Cerner, il sait que quoi qu'il arrive, je suis là pour lui. Il le sait. Et moi, je sais que quoi qu'il arrive, il est là pour moi. Il n'y a pas de demi-mesure. C'est comme ça. Morgane, c'est pareil, patronne de Olympia. Et si t'es pas comme ça avec tes équipes, mais vous pouvez pas aller à la guerre ensemble. Vous pouvez rien faire ensemble. Tu dois te sacrifier pour tes coéquipiers. Tu dois être prêt à take the bullet, comme on dit en anglais, prendre le cartouche. Je rebondis justement sur l'exemplarité du dirigeant. Qu'en penses-tu ? Je pense que c'est le premier point du leadership. Si je demande à mes équipes de tenir toujours leurs engagements, mais je ne les tiens pas moi-même. Par exemple, aujourd'hui, j'étais en retard. Ça m'a vraiment coûté d'être en retard. Mais j'exige de mes équipes qu'elles sont toujours à l'heure, et je suis toujours à l'heure pour mes équipes. L'exemplarité, c'est une attitude, c'est un état d'esprit. Et alors, par rapport à ça, oses-tu apporter, toi, une certaine contradiction en cas de désaccord avec ton président? Oui, mais j'y vais doucement parce que on peut ne pas être d'accord et on peut discuter. Et on discute et on essaye d'évoluer, faire changer d'avis. Si à un moment, tu n'es pas d'accord, tu te ranges à l'accord et tu y vas avec l'équipe et on ne met plus un papier à cigarette entre vous. Mais si c'est vraiment contre ton éthique ou tes principes de valeurs de base, à ce moment-là, il faut que tu penses à autre chose. Il ne faut jamais que ce que tu fais dans le travail soit pas en adéquation avec tes valeurs. Peux-tu garder la tête froide à ce niveau de poste ? Oui, on a le droit de se mettre en colère, on a le droit de montrer de l'émotion. Tu dois jamais avoir à t'excuser, je m'explique, parce que si tu as à t'excuser, c'est que tu as perdu le contrôle. Tu gardes ton discernement ? Le pouvoir ne te monte pas la tête dans ces conditions. Le seul pouvoir que j'ai, c'est le pouvoir du talent de mes équipes. Donc, c'est le seul pouvoir que j'ai. Tu es aussi bon que tes équipes. Et tes équipes sont aussi bonnes que leur capitaine. Donc, c'est un contrat moral réciproque. T'es un bon communicant, hein ? Non, mais c'est la vérité. Non, c'est pas de la com, ça. C'est de la vérité. Je le couperai, t'inquiète pas, je le couperai. Non, mais tu peux le laisser parce que je m'insurge contre ça, je le pense tellement profondément. Le jour où tu te bats pas pour tes équipes, il faut que tu démissionnes. It's win-win. Un autre sujet important, c'est l'ambition. L'ambition chez toi, c'est une qualité ou ça peut être un vilain défaut ? L'ego et l'ambition, c'est si tu mets ton ego ou ton ambition au service du collectif, là, il n'y a pas de problème. C'est quand tu veux ton ego ou ton ambition passe devant le collectif. Il y a une expression en anglais, « There is no I in team ». Il n'y a pas la lettre I, dans le mot « team », T-E-A-M, parce qu'il n'y a pas de I. Mais « I », c'est « je ». Il n'y a pas de « je » en équipe. Et cette phrase « There's no I in team », je suis entouré dans Vivendi Village, dans ce dont je m'occupe, de gens avec des égos, de l'ambition et même des caractériels. Mais c'est une équipe absolument géniale parce qu'ils sont au service du collectif. Ils se battent tous pour le collectif. Mais ils savent que j'ai une valeur, avant tout, c'est le collectif. Et que si ils sortent de la route collective, ils sortent de l'équipe. Et ça, c'est non négociable. Parce que les équipes perdurent et les individus disparaissent. Vous avez une phrase magnifique en français. Les cimetières sont remplis de gens indispensables. Les grandes villes, les grandes équipes, les grands orchestres perdurent. Mais les individus meurent. Je rebondis parce que du coup quand même tu t'es fait décorer par la reine d'Angleterre. Tu peux nous raconter ? C'est marrant parce que quand j'avais 20 ans, 25 ans, si on m'avait dit que j'étais très engagé, très à gauche, avant que ce soit fashion ou tendance, j'étais très engagé contre l'apartheid, le racisme dans les années 80. Et si on m'avait dit qu'un jour, et donc plutôt républicain, et cette colère, ce militantisme s'est transformé dans une envie de vivre ensemble, de travailler ensemble. Et une des choses dont je suis fier, c'est que j'ai fait beaucoup de choses pour les relations franco-britanniques, créer des ponts entre la France et la Grande-Bretagne. Et à ma grande surprise, un jour je reçois une lettre de l'ambassadeur britannique à Paris en disant confidentiellement, vous avez été nominé et accepté
pour devenir officier de l'Empire britannique, obéi, donc décoré par la reine. Donc vous devrez aller à Buckingham Palace recevoir votre décoration de la part de la reine. Voilà. Et donc le 12 janvier 2010, je suis allé à Buckingham Palace avec ma femme et mes enfants. Et la reine m'a remis la médaille là. Elle est extraordinaire. Et avant, c'est génial parce que tu as l'espèce de chevalier de la reine qui te donne un cours. Avant, on était une dizaine. Il te donne un cours de comment tu dois te présenter à la reine, tu dois faire, etc. Donc c'est hyper impressionnant. Et il y a eu un moment absolument extraordinaire. On faisait la queue pour avoir un autre moment dans l'antichambre, aller dans le truc devant la reine. Tu la voyais là de loin. Et c'était un moment où tu marchais, tu te mettais devant la reine. Il y avait toutes les familles qui étaient là devant. Donc je me trouve dans la queue avec deux gars qui étaient un petit peu plus âgés que moi, chacun avec une queue de cheval et boucles d'oreilles, etc. Je dis, mais je les reconnais. On commence à parler. Vous êtes les deux guitaristes de Status Quo, le groupe de rock. Il dit, yeah. Et puis, c'est des super rockers, quoi. Je veux dire, les mecs, ils ont tout fait dans leur vie. Et eux, ils étaient décorés pour leur service à la musique. Et moi, pour les relations. Et il y a eu ce moment où Francis Rossi, qui est le guitariste et chanteur, il dit, I'm so proud, je suis tellement fier. Il dit, si ma mère pouvait me voir maintenant, si ma mère savait que j'allais rencontrer la reine, et ce gars qui gagnait des millions, vendu des disques dans le monde entier, jouait dans des stades, etc., il me dit ça à moi. Et moi, j'avais perdu mon père 6 mois avant, en juin 2009. Et je pensais exactement la même chose. Oui, c'était un grand moment. Quelle est ta devise ? Je pense que la phrase de mon père, « What's good about it ?» c'est super. Qu'est-ce qu'il y a de bon dans cette situation? Et j'ai une autre phrase, mais qui est une chanson d'un groupe qui s'appelle The Kinks. Et ça s'appelle Thank you for the days. C'est merci pour les jours, merci pour le temps qu'on a passé ensemble. Et c'est ça le plus important à la fin. D'ailleurs, c'est une bonne façon de finir ici. Je peux te dire, Viannette, merci pour le temps passé. Simon, moi aussi, je te remercie pour ce moment de partage, tes confidences, ton humour. Ça, c'est vraiment très agréable. C'est aussi l'occasion de te souhaiter, ainsi qu'à toutes tes équipes, et Dieu sait si là, on en a parlé, donc spéciale dédicace, ainsi qu'à tous nos auditeurs, une très belle année 2022, placée sous le signe de la Renaissance, aussi pour le monde artistique, et puis la joie de se retrouver. Ah bah ça, c'est sûr. À très bientôt. Merci Viannette, merci beaucoup, bonne année à toi. Bonne année à toi.